Salut à tous, c'est la revue de presse du monde moderne, j'espère que vous allez bien. Bajnet, comme on dit ici pour la communauté des modernos, vous connaissez maintenant le cri de ralliement assez étrange, presque sectaire diront certains, qui fait référence à un tweet malheureux du président du Sénat Gérard Larcher lors de l'intronisation du Prési-Roi à l'Élysée alors qu'il était saisi par l'émotion. Bajnet, c'est simplement cette façon de se dire qu'on s'apprécie. Merci, la meilleure commune de l'univers. N'hésitez pas bien sûr à partager un maximum le lien de cette revue de presse sur tous vos réseaux, à en parler autour de vous, je sais que vous le faites. Bonjour à ceux qui m'ont croisé, merci à eux. On va commencer par un petit débrief plutôt qu'une revue de presse parce que figurez-vous qu'hier j'étais invité sur LCI, la chaîne info du groupe TF1, Bouygues en l'occurrence, pour parler de jugement européen, de continuer la censure sur RT France, qui est une chaîne de propagande selon le jugement du tribunal européen. Alors bien sûr, la chaîne a fait appel, puisqu'il n'y a aucune base légale par rapport à cette sanction. Je rappelle que RT France était une chaîne qui opérait sur le territoire français, une entreprise de droit français, avec l'agrément du CSA, l'ARCOM, et qui n'avait commis aucune faute, sauf en 2018, un rappel à l'ordre pour une traduction erronée ou décalée d'une interview. Et justement, la chaîne faisait extrêmement attention à être la plus légale possible, la plus juste possible dans son traitement de l'info pour ne pas avoir à subir les foudres de l'ARCOM. Donc les avocats de RT France ont mis ça au niveau européen. L'Europe a choisi un jugement tout à fait hypocrite pour continuer dans la sanction, puisque l'Europe de von der Leyen, vous l'aurez compris, c'est la réduction des libertés, la censure, la propagande et surtout une Europe de contraintes, que ce soit passe vaccinal, mais que ce soit aussi la façon dont vous allez vous informer. Et j'étais invité hier soir sur LCI, donc je ne sais pas le nom de l'émission, et il y avait cet ancien espion du KGB qui est tout le temps là, qui m'a traité d'idiot utile, etc. J'ai expliqué que non, j'avais jamais reçu d'ordre de Moscou, encore heureux. Il ne manquerait plus que ça, vous me direz, mais... et que je disais à peu près ce que je voulais lors de mes éditos, et j'en remerciais d'ailleurs la rédaction de RT France. Et qu'il y avait à un moment des sanctions qui allaient dans un sens et des sanctions dans l'autre, évidemment, puisque maintenant les Russes ont choisi de suspendre également les médias occidentaux à Moscou. Donc c'est proprement scandaleux, c'est une guerre froide chaude qui s'installe, un nouveau rideau de fer qui tombe. Tout ça pourquoi ? Bien, vous le savez, pour les intérêts du gaz de schiste américain, puisque Nord Stream 2 était prêt et il ne fallait surtout pas que les Allemands continuent de s'approvisionner avec du gaz russe. Et bien sûr, la Russie, ne l'oublions pas, a envahi l'Ukraine, et ça c'est mal et condamnable au niveau international, on le comprend. Donc c'est très compliqué. J'ai eu le malheur de dire, alors je ne sais pas si vous pouvez retrouver l'extrait, si vous pouvez ce serait marrant parce que je me suis bien marré. Donc si vous le mettez dans le Discord, ce sera avec plaisir que je pourrai partager cet extrait sur mes différents réseaux parce que je ne l'ai pas trouvé. C'était en live hier vers 23h30 sur LCI. Et donc ils m'accusent d'être un propagande poutiniste et en réponse, je les accuse gentiment d'être des propagandistes macronistes, évidemment, puisque sur le plateau, il n'y avait que ça. Alors on dit non, mais vous savez, évidemment que non, nous ne faisons pas la propagande de Macron, mais quand même un peu. Il faut arrêter de déconner. On est à un niveau de malveillance assez élevée, et personne ne veut en fait comprendre la difficulté de ce conflit ukrainien et l'arrêter surtout le plus vite possible. Alors, on va parler dans la revue de presse du shooting de Zelensky et Madame Zelensky par Annie Leibovitz pour Vogue. Là, on est dans l'obscénité la plus totale, c'est-à-dire qu'il y a un pays en guerre, des jeunes Ukrainiens qui se font massacrer, et le président, lui, se met en scène en rigolant pour des photos glamour auprès de gros avions détruits. Enfin, vous allez voir, c'est la fin du bas empire romain d'une certaine façon. Et puis bien sûr cette propagande qui continue. Alors je vais vous faire voir un petit montage qui résume assez bien les mots de Macron en Afrique, qui nous a accusé RT d'être des propagandistes à la solde de Moscou. Vous allez voir ce qu'il en est au niveau français. Je crois que c'est cette vidéo, attendez, j'espère, parce qu'il y a tellement de trucs ce matin, puis après on viendra sur le sommaire de cette revue de presse. N'hésitez pas bien sûr à partager un max ce stream, que nous soyons nombreux à voir l'envers du décor finalement de ce qu'est la fabrique du consentement. On
l'a vécu 2 ans avec le Covid. Je pensais que ça aurait vacciné les gens un peu par rapport à la malinformation. Malheureusement, non, on est en plein dedans. Et quand vous expliquez que vous êtes un journaliste indépendant et que pour vous, le journalisme, c'est la critique sociale, pour certains, ça leur paraît au-dessus de leur force. Malheureusement, c'est ça. Et on en est là. Alors voilà, je vous mets Macron en Afrique, c'est un peu Tintin l'Africain en Afrique. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Dans un moment aussi où on vous dit qu'on est en guerre et où toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelé au fait qu'il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s'extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ça serait fragiliser un consensus social. Enfin, voyez, donc on a plus tendance à croire depuis le début de cette guerre les autorités ukrainiennes que les autorités russes, évidemment. Je le dis parce que pour certains ça ne va pas de soi, mais si, on a plus tendance à croire les autorités ukrainiennes. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. Alors, ces mots de David Pujadas, on a plus tendance à croire les autorités ukrainiennes. Le journalisme, c'est pas croire. Le journalisme, c'est aller voir justement ce qu'il y a derrière des communiqués de presse, derrière des positions officielles, derrière des mensonges d'État, souvent. Prendre la position officielle d'un État pour argent comptant, la croire même, c'est pas du journalisme. C'est pas du journalisme. Donc il faut faire attention à ne pas tomber ni dans la censure. Je vois de nombreux journalistes qui n'aiment pas la Russie parce que c'est un pays agresseur évidemment et que tout ça va très mal, se réjouir de la censure de RT France, me pourrir sur les réseaux sociaux comme d'habitude, comme étant le petit caniche de Poutine, ce que je ne suis pas encore une fois. Et de l'autre côté, des propagandistes qui font la propagande puisqu'ils croient tout simplement ce qu'on leur dit, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Olivier Véran, porte-parole de l'Élysée, ou bien d'autres régimes qui vont leur expliquer comment marche le monde. Être journaliste, c'est tout sauf croire, en réalité. C'est être systématiquement dans le doute et aller chercher la vérité derrière ce qu'on nous raconte. J'ai, sur le plateau de LCI, encore une fois, pu expliquer rapidement, en 1 minute 30, la réouverture de la centrale à charbon de Saint-Avold par le groupe de Kretinsky, oligarque tchèque qui a investi massivement dans le charbon, en Allemagne, en France et partout en Europe, qui permet de produire de l'électricité grâce au charbon importé d'Australie et d'Afrique du Sud pour arriver dans le port de Rotterdam avant d'arriver par camion dans la centrale de Saint-Avold et de cramer avec beaucoup de CO2 pour que nous puissions nous chauffer. Avant même la fermeture de cette centrale qui était prévue en mars, selon l'objectif climatique qui avait été mis par Macron, la centrale tournait à plein régime, elle n'avait jamais autant craché de thunes ni de fumée de charbon. Elle ferme en mars. Là, elle va ouvrir pour cet hiver et l'hiver prochain et peut-être davantage, avec un pont d'or qui est fait pour les salariés pour qu'ils reviennent. Certains ne veulent pas revenir. Il faut 70 personnes environ pour faire tourner cette centrale à charbon avec du charbon importé donc d'Australie et d'Afrique du Sud. Et pendant ce temps-là, vous avez une ministre de la Transition écologique qui t'explique qu'il faut bien fermer les portes des magasins climatisés, baisser le chauffage cet hiver, mettre des pulls et puis pisser sous la douche. Bordel. C'est ça. Donc moi je ne crois pas en fait aux mensonges ou disons aux approximations, aux récits, aux narratifs comme ils aiment appeler, aux éléments de langage. Tout ça, ça me fait doucement rire et j'espère que vous aussi ça vous fait doucement rire au monde moderne. Voilà, je voulais mettre les points sur les i. Ça me paraît nécessaire parce que le monde est en train de sombrer sous nos yeux. Je ne parle pas simplement d'effondrement avec l'énergie qui va devenir rare et extrêmement chère, mais de sombrer intellectuellement également. On a vu pendant 2 ans, de toute façon, le narratif de la gestion de la crise sanitaire organisé par les cabinets nudge, des cabinets de conseil. Alors, le nudge, c'est de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire vous obliger à faire des choses que vous ne feriez pas, tout ça en vous incitant à les faire. Alors, vous allez voir, on va commencer peut-être même avant cette revue de presse par un moment Klaus Schwab, un moment sidérant. Vous pouvez faire des clips, vous pouvez peut-être commencer à vous inquiéter. Klaus Schwab, c'est lui, vous savez, c'est le patron du World Economic Forum. Regardez, j'ai trouvé un déguisement de Klaus Schwab. Ah, c'est incroyable! On a trouvé une manière que les enfants, maintenant, ils soient tagués dès la jeunesse de la naissance. Incroyable, incredible. Voilà, regardez ce qui se passe dans un département français financé par nos impôts. C'est édifiant.
C'est un cadeau qui accompagnera les collégiens pendant les 4 prochaines années. L'objet de leur enthousiasme, ce bracelet connecté qui évaluera leur performance sportive. Le but, c'est de pouvoir permettre à l'élève de se rendre compte, est-ce qu'il fait beaucoup de pas dans sa journée, est-ce qu'il brûle des calories, et selon l'activité que j'ai, plus j'ai de nombre de pas, plus ils sont actifs, plus je brûle des calories, plus c'est bon pour lutter contre la sédentarité. Ces données seront ensuite analysées pour faire des recommandations aux élèves afin d'être en meilleure santé. Mais surtout, ce dispositif a pour objectif de motiver les jeunes à faire plus d'activité physique. Et cela semble être plutôt bien parti. Je pense qu'avoir ça, ça va peut-être m'aider un peu plus à faire un peu plus de sport, un peu plus à m'entraîner. Je pense que ça va m'aider à fixer des objectifs. Ce projet est financé par le département de la Sarthe, alerté par un chiffre inquiétant de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 56% des enfants ont réduit drastiquement leur pratique du sport depuis 2020. Après cette période de Covid, on a constaté qu'il y avait une diminution de l'activité physique, mais j'allais dire plus largement, le problème de la prévention et de la santé est un élément aujourd'hui qui n'est pas suffisamment pris en compte. On parle beaucoup de la désertification médicale, mais l'enjeu de la prévention et de la santé, c'est aussi de pratiquer du sport, d'avoir une activité physique, et c'est dès le plus jeune âge qu'on peut l'apprendre. Pour l'instant, ce bracelet est testé auprès de quelques centaines d'élèves avant d'être distribué à plus de 30 000 collégiens du département à la rentrée. Voilà, on en est là. Donc c'est assez critique, c'est-à-dire que 30 000 élèves vont être équipés de bracelets après cette phase test. Je ne l'avais pas vu passer cette news, je ne sais pas exactement de quand elle date, elle est ressurgie sur Twitter ces jours-ci. L'idée, bien sûr, c'est pas que les enfants fassent du sport, ça, c'est mignon. Mais à chaque fois, vous savez, c'est toujours oh, mais vous savez, c'est pour votre bien, ça va être très très bien pour vous. Vous allez adorer ça. Et en réalité, il s'agit d'une société du flicage qui arrive avec les Jeux Olympiques de Paris. Toutes les sociétés de technocontrôle sont sur le starting block pour vendre leur technologie de reconnaissance faciale, de caméras partout, de drones. Ce monde de merde, c'est pas le monde moderne, qu'on nous propose, de technosurveillance, de cybercontrôle, mais proprement insupportable. Et je vois qu'il avance à grands pas, malheureusement, que ce soit dans les discussions ô combien débiles du World Economic Forum, mais aussi dans les différentes fiches des cabinets de conseil qui sont là pour créer des marchés. La technosurveillance, c'est un formidable marché. Le petit bracelet, évidemment, pour le petit élève qui fait pas assez de sport, qu'est-ce que c'est mignon. Et là, tu fais non, putain, non, c'est pas possible. Donc j'espère que certains parents vont se rendre compte de la dinguerie, que certains élèves aussi vont se dire mais c'est pas parce que c'est un gadget connecté que c'est cool. En réalité non, c'est tout sauf cool d'être connecté à un truc qui est en train de savoir si tu marches ou pas, si tu marches ou pas, si tu parles avec l'accent allemand ou pas. Attention, tout ça c'est très dangereux. On a du recul pourtant. Eh bien non, visiblement ça ne suffit pas. Les humains sont proprement décevants. J'ai pas d'autres mots. Alors, je sais, certains d'entre vous se disent « Ah mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le Covid, il revient ? Pourquoi ?» Parce que là, dans quelques jours, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire. On fera une fête. 1er août, je crois. 1er août, je crois que c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire. Alors certains commencent à avoir peur. Bon, il y en a qui gardent le masque parce que voilà, il faudrait pas. Voilà, c'est quand même une petite nostalgie de ces moments-là. Et puis il y a François Braun qui nous explique. Attention, un variant type Centaure, parce que le nouveau variant, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Covid, hein, pas de la variole du singe. On va aussi parler variole du singe, restez, c'est cool. Le nouveau variant Covid s'appelle Centaure, il est en Inde, un truc comme ça. Centaure, ils ont arrêté de lui donner des noms grecs. Bon, après Alpha, Oméga, Omicron, non, on va passer à Centaure. Pas mal. T'en as un autre après. Après, c'est Dragon Rouge. Et après, Hannibal Lecter. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah super. Ninja. Ah ouais, putain, ce serait bien d'avoir Ninja. Putain. C'est vraiment scandaleux. Donc voilà, donc les mecs en sont là. Et François Braun a dit « Ah, je sais, le conseil scientifique s'en va, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Delfrécy pour les meilleurs moments de blague qu'on a pu vivre. » Et d'ailleurs, cette gestion
phénoménal de la crise Covid qui a fait des milliers de morts et qui a permis un vaccin 2 doses à 4 doses avec un traitement derrière pour être sûr d'avoir un petit Covid, parce que bon voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et merci l'OMS d'ailleurs, vaccinez-vous. Ici, vous le savez, nous respectons les consignes de l'OMS, c'est super important. Vous allez voir, on va d'ailleurs mettre une petite vidéo de Tedros de l'OMS. Tedros de l'OMS, c'est un mec super, c'est un mec en or, c'est un mec qui explique que les réseaux sociaux doivent lutter contre la désinformation, et Facebook, à force d'avoir tout censuré, est en train de dévisser en bourse. C'est la première fois qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent, Mark Zuckerberg, tellement son réseau c'est devenu de la merde de censure. Du coup il s'est dit non, mais on va arrêter de censurer les news, les informations sur le Covid. Voilà, bon. Business is business. Donc, revenons à notre bon François Braun, le nouveau ministre de la Santé qui remplace Olivier Véran. Vous savez, celui qui a fait un rapport flash sur les urgences pour dire le mieux c'est de fermer les urgences le week-end. T'es sérieux ? Ah bah ouais. Ah bah j'ai retourné le problème de tous les côtés. Et si on est bon, on pourrait aussi fermer les urgences la nuit, de 20h à 6h du mat', histoire que les soignants se reposent. Ok. Et après ça, après, évidemment, mais ça, c'est pas dans le rapport flash, ce sera après que j'ai pu m'installer au sein du ministère de la Santé. L'idéal, mais ça, c'est dans un monde vraiment idéal, ce serait de fermer les hôpitaux. D'accord, François. Merci beaucoup. Alors, voilà, François Braun dans ses œuvres, c'était sur France Info hier. Le conseil scientifique donc disparaît au 1er août, ainsi que l'état d'urgence sanitaire, mais il a un plan dans ses chaussettes blanches, parce qu'il met des chaussettes blanches, François. Contre, vu les risques que nous avons dans notre monde actuel sur l'émergence éventuellement d'autres virus, en tout cas les risques sanitaires, je vais mettre en place un conseil scientifique à peu près équivalent, mais quelque chose qui va être indépendant, transparent dans ses avis et qui va pouvoir être extrêmement réactif. Un peu une petite équipe commando de scientifiques de très haut niveau qui, dès qu'il va y avoir un risque identifié, vont pouvoir saisir leurs collègues scientifiques autour et nous apporter au gouvernement des informations très précises. Et c'est pour quand ? Quand est-ce qu'il voit le jour, ce comité ? Dans les 10 jours qui viennent. C'est imminent. C'est imminent, bien entendu. Un commando de scientifiques de très haut niveau. Alors un commando, il faut savoir ce que c'est un commando quand même, parce qu'on passe d'un conseil scientifique à un commando. Et donc la définition d'un commando, histoire de rigoler, c'est un groupe de combat employé pour les opérations rapides, isolées, un commando de parachutistes par exemple, une formation militaire de faible effectif chargée de missions spéciales et opérant isolément. Et alors pour ce qui est de la transparence, non, généralement le commando est plutôt pas très transparent. Donc employer ces deux mots à dessein, commando hautement spécialisé, c'est dingue. Alors évidemment vous avez tous vu dans votre jeunesse Commando, le film avec Arnold Schwarzenegger où il se peint comme ça, il monte ses muscles et puis il met des grenades comme ça sur ses seins, c'est formidable. Magnifique film. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs, j'ai raté Commando, mais j'ai joué au jeu Commando. Il y avait un jeu Commando où tu devais tuer plein de gens, ça a avancé comme ça. En tout cas, l'idée de créer un commando en remplacement d'un conseil scientifique pour lutter contre le prochain variant Centaure qui pourrait arriver dans nos campagnes, j'ai envie de dire, bon les gars, on a vécu 2 ans de Covid, tout le monde en a marre. Ok, on a des médicaments, on a des vaccins qui marchent super. Voilà, on arrête là ? Non. 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 Et alors, donc tu te dis François, c'est bien. Donc merci pour cette idée du commando. Je trouve que c'est une super idée. Je valide totalement, à la fois dans la dinguerie, dans la déglinguerie, parce que là c'est des déglingos, quoi. Le mec il est à la radio, tu vois, c'est une matinale. Je vais créer un commando pour agir rapidement en toute transparence sur les nouveaux variants qui pourraient s'appeler Centaure ou Ninja. Bordel. Pourquoi pas ? Non, j'ai aucune dent contre les classiques du cinéma bourrin des années 80, loin de là. Je suis un grand fan de Rambo, notamment le premier, qui est un chef-d'œuvre de Sylvester Stallone. Commando, je ne l'ai pas vu, voilà, mais j'ai vu Predator, évidemment, et j'adore Predator. J'en ai vu un paquet de films de bourrin des années 80, il n'y avait que ça, Total Recall, ça c'est pas un film de bourrin, c'est un film de SF. Enfin, j'adore Schwarzenegger dans ses œuvres, de toute façon, ainsi que Sylvester Stallone dans ses œuvres, et toute la propagande hollywoodienne, parce qu'on parle de propagande via des médias, mais... Jamais on ne s'arrête sur le rôle d'Hollywood dans la propagande après-guerre, sur l'imposition finalement du American Way of Life dans le monde colonisé, disons le monde retapé, disons le monde aidé, libéré par les États-Unis. Les États-Unis qui sont le seul pays à date à avoir utilisé l'arme nucléaire sur des populations civiles au Japon.
toujours bon à rappeler. Hollywood a été une machine à propagande, une machine exceptionnelle qui tourne encore à plein régime aujourd'hui. Alors, vous avez Disney qui maintenant veut prendre la propagande woke et dire, voilà, il faut faire en sorte que le monde entier comprenne que... Et tant mieux qu'on arrête d'emmerder les gens pour leur orientation sexuelle, Dieu merci. Mais vous avez des pays maintenant qui censurent les films Disney parce qu'il y a des bisous entre garçons dans Buzz l'éclair, le dernier par exemple. Donc il y a certains pays qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Et puis sur la propagande, regardez Top Gun, qui a été dans les années 80 un des films qui a fait un succès du box-office, où le producteur avait eu l'idée géniale de travailler avec l'armée américaine pour faire un film promotionnel sur le Tomcat ou F-35, je ne sais plus quel avion merveilleux, qui s'est vendu ensuite comme des petits pains. Et là, que fait l'armée américaine ? Pardon, que fait Hollywood ? Maverick, un nouveau Top Gun, 20 ans après, succès du box-office. Et là, dans le même temps, on apprend que le Pentagone va commander plus de 300 F-35, puisque Lockheed Martin avait quelques petits soucis de production. Donc là, ça repart. Et les Belges en achètent, les Grecs en achètent. Bref, l'armée européenne va se fournir, l'OTAN, avec ces magnifiques avions. Oublions malheureusement le Rafale ou l'Eurofighter, oublions ces armes de destruction massive. Enfin voilà, le monde n'a pas beaucoup changé et Hollywood est une machine à faire de la propagande de beaucoup de façons. On n'en parle pas assez souvent. Je parle notamment des blockbusters. Après, vous avez eu le nouveau Hollywood. Il y a bien sûr des réalisateurs de génie. Vous avez des films exceptionnels qui sortent de là-bas également. Je suis un grand fan de Spielberg. Mais il ne faut pas se leurrer. Créer les imaginaires, les formater d'une certaine façon, c'est pas anodin et ça se fait à coût de millions de dollars. C'est pas pour rien. Voilà. C'est un bon investissement d'ailleurs. Donc, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Vous m'avez perdu. Ah, parce qu'on parlait de Commando et des films bourrins des années 80. Cette revue de presse est extrêmement décousue. Mais en même temps, comme j'ai pas préparé grand-chose et que la presse est très légère ce matin, je préfère que nous passions du temps à bavarder et à essayer de faire connaissance après tout. Parce que qui sommes-nous sur cette petite boule perdue dans l'univers froid, avec un soleil qui bientôt s'éteindra, bientôt quelques milliards d'années, mais disons que oui, c'est... Où allons-nous ? Est-ce que l'espèce humaine tiendra encore quelques millions d'années ? Est-ce qu'on passera l'hiver ? Est-ce que cette revue de presse durera encore un an ? Voilà. C'est un four... Oui, je suis dans un four à pain, en fait. Non, c'est une ancienne magnanerie, apparemment. Et j'ai installé mon studio là-dedans. J'ai pas encore fait les décors, c'est pour ça, c'est tout pété. Mais si je mettais en plan large, vous appelleriez les flics pour qu'ils viennent me libérer, quoi. C'est un peu le mec qui est otage, quoi. Donc, il va falloir que je travaille encore pour installer un très beau décor. Je vous avais parlé de petites LED, de plein de choses. Et maintenant, j'ai des déguisements formidables. J'adore cette tête de dinde que j'ai retrouvée dans les cartons. Ça fait très bien Klaus Schwab, je trouve. Et donc, ouais. Donc voilà, donc c'était un peu l'idée de cette mise en jambe. On a parlé du commando contre les nouveaux variants du Covid. Ça, c'est formidable. J'adore les commandos. Maintenant, il manque que les frites. Et oui, c'est le décor du 20h va revenir, bien sûr. Vous allez voir, il va être formidable, il va être très beau. Là, c'est le décor de la rue de presse. Moi, ce que je veux, c'est faire plusieurs différents trucs en même temps, parce que voilà, c'est un peu l'été. Oh là là, oh là là, 4e dose. Oh là 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 là, Covid. Oh là là, Micron. Pardon, pour ceux qui ne savent pas, les Teletubbies étaient une émission pour enfants dans les années 90, très très psychédélique, qui était prisée d'ailleurs par les toughers qui revenaient de soirée, qui mataient les Teletubbies en rentrant et qui trouvaient ça absolument génial. Ça a été un grand succès populaire. C'est anglais évidemment. Les mecs étaient assez incroyables. Alors, en France, on va créer donc un commando contre les prochains variants. Et puis à l'OMS, on s'inquiète de la variole du singe. Alors, un centre de vaccination de la variole du singe va ouvrir, mais aura-t-on assez de vaccins pour la variole du singe ? C'est la question qui se pose. Sur ce vaccin, on a là encore une fois très peu de recul, enfin suffisamment de recul, pardon. Allez-y, non, c'est super. Et Tedros qui nous refait le plan de « J'ai besoin que les réseaux sociaux fassent de la censure sur les bêtises qu'on entend sur la variole du singe. » The stigma and discrimination can be as dangerous as any virus and can fuel the outbreak. As we have seen with COVID-19, misinformation and disinformation can spread rapidly online.
So we call on all social media platforms, tech companies, and news organizations to work with us to prevent and counter harmful information. Formidable. I ask the social network to censor, to help in not promoting fake news on the variole du singe. Je vous cache pas que c'est extrêmement fatigant, en fait, ce cirque qui n'en finit pas. Alors, si vous voulez repartir pour un tour, c'est visiblement le plan de l'OMS et de tout le monde. 17 000 cas dans 74 pays, même 9 scientifiques sur 6 au sein du conseil de l'OMS n'ont dit que c'était pas la peine de déclencher une alerte rouge. Tedros a dit si, et Tedros il est taqué. Hein. Tu sens que c'est son moment et s'est dit non, le Covid, je peux pas partir sur un échec, enfin sur un succès, pardon. Mais le mec revient et nous refait le plan de... Alors la chance qu'on a, c'est que Facebook comprend que la censure lui fait perdre beaucoup d'argent, donc ils vont arrêter de faire de la censure sans doute. Pour le reste, it's gonna be very complicated. Sure. Alors j'aimerais voir les meetings entre Bourla et lui, quoi. En termes d'accent anglais particulier, ça doit être pas mal. Et si vous ajoutez Ursula, là t'as un meeting où t'as le meilleur du globish, quoi. C'est le globish. Waouh. C'est un vrai film ce qui se passe. On est dans un film, pas d'horreur, mais on est dans un film pourri, quoi. C'est impressionnant. Ah voilà. Alors, ça j'aime bien le rappeler de temps en temps. Je sais pas pourquoi, mais c'est Bruno Le Maire. Je sais pas si vous le reconnaissez. Vous savez, c'est notre ministre de l'économie, un super blagueur. Alors il a dit que il a additionné les pourcentages. 4% plus 1,1% égale 5,1%. Alors on sait très bien, puisqu'on a fait l'école, qu'on n'additionne pas les pourcentages. Manuel Bompard lui a rappelé que c'était un mauvais calcul. Les macronistes sont revenus à la rescousse en disant « Mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est parce que nous, on calcule autrement. » Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie. Il faut rayer le mot inutile « russe ». Voilà. Donc ils sont en train de provoquer l'effondrement de l'économie. D'une certaine façon, ça les arrange, ça masque le fait que les banques centrales sont responsables de cette inflation catastrophique pour avoir créé tout simplement de la monnaie de singe, variole du singe, monnaie de singe, banque centrale. Et on est coincé en fait dans ce monde d'idiots. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente revue de presse, on ne peut malheureusement pas descendre de la planète pour en prendre une autre. Ou du moins, ça va prendre un peu de temps, on n'a pas la technologie pour. Donc, on est coincé et on continue. Et alors, là, on est donc en Ukraine avec cette guerre terrible entre la Russie et l'Ukraine. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, héros de guerre, qui ne quitte plus son t-shirt vert, qui passe son temps à arriver dans les médias pour dire « File-moi de la thune, file-moi des armes, ta gueule !» Eh bien, il a pris un temps pour se décontracter avec sa femme et faire quelques photos de mode avec sa femme, aux côtés, bien sûr, de gros navires détruits, pour le magazine Vogue, avec Annie Leibovitz, la photographe de Vogue, donc, qui les a pris en photo. Regardez, voilà, c'est le making-of, la mise en scène dans toute sa splendeur. Comment voulez-vous qu'à ce degré d'obscénité, on prenne tout ça au sérieux? Alors, je ne nie pas, bien sûr, la catastrophe ukrainienne, les nombreux morts de chaque côté, la violence qu'est cette guerre, une guerre oligarchique où on crame des jeunes, comme d'habitude, pour des intérêts d'argent, mais de voir cette capacité qu'ont les médias et l'utilisation de la communication comme jamais dans une guerre. C'est la première fois, je crois, qu'on a une surcommunication de cette façon-là par un ancien acteur, Volodymyr Zelensky. Ça me met extrêmement mal à l'aise. Alors c'est un ressenti personnel, peut-être que pour plein de gens, ils trouvent ça formidable et courageux. Jill Biden, la femme de Biden, est allée en Ukraine, BHL aussi, enfin il y a une sorte de tourisme où on va en Ukraine pour rencontrer les Zelensky. Là c'est Vogue qui leur donne la une en plein conflit. Il sera sans doute l'homme de l'année, il aura sans doute également le Nobel de la paix, si la guerre s'arrête. Bref, voilà, je n'arrive plus à prendre ça au sérieux depuis quelque temps, vous le savez, mais je n'arrive plus non plus à avoir un recul suffisant. C'est-à-dire que d'un côté, on accuse les Russes de propagande, et de l'autre côté, vous avez le magazine Vogue qui fait de la propagande, mais tout ça passe dans la plus grande des confusions en réalité. Et personne n'est là pour expliquer. Enfin, j'essaye, mais à mon petit niveau, mais je crois qu'on est quand même globalement assez désarmé par rapport à cette tournée de Macron en Afrique, qui ose quand même dire que la Russie est le dernier empire colonialiste, quand on sait ce que font les Chinois en Afrique ou les Américains
partout dans le monde, notamment les coups d'État qui ont été organisés par les services secrets américains ces 50 dernières années, c'est proprement scandaleux. Voilà, donc j'en ai marre en fait de cette confusion, j'en ai marre de cette bêtise aussi érigée en principe, j'en ai marre des influenceurs aussi qui gagnent leur argent en vendant de la merde et en rendant les gens cons, et t'es pas assez nombreux. Bah ouais, je sais bien qu'on n'est pas assez nombreux. Donc c'est pour ça que je vous demande, et je sais ça peut être chiant pour certains, de partager le lien de cette revue de presse, de vous abonner, de faire qu'on soit connu et reconnu et davantage suivi, parce que je pense que le nombre est la clé finalement d'une prise de conscience pour commencer, puis ensuite peut-être d'une politisation, et puis ensuite peut-être d'une compréhension du cirque qu'on nous impose, de la fabrique du consentement aussi qu'on nous impose, et qu'il y a d'autres moyens dans cette jungle informationnelle, et qu'on essaye, voilà, à nos petits niveaux. Donc merci, je vois Razali56 qui vient de prendre un abonnement, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire comme lui. Dylan qui offre un abonnement, merci Dylan qui a offert je ne sais pas combien de dizaines d'abonnements à notre chaîne, merci beaucoup. L'adresse Twitch, vous la connaissez, vous pouvez la partager, pareil pour YouTube, vous pouvez partager également au maximum. Voilà. Merci à vous et j'espère qu'à la rentrée, on va continuer. Cet été, la revue de presse n'est pas quotidienne. Pour ceux qui la connaissent ou qui la découvrent, elle est par principe quotidienne, vers 9h ou presque, pour lire la presse donc des capitaines d'industrie, de ces milliardaires qui achètent des médias pour ensuite avoir un certain droit de regard sur les informations telles qu'elles sont décrites. Alors, pas de censure, bien sûr, non, mais une ligne directrice, une ligne éditoriale. C'est d'ailleurs ce que je disais sur LCI hier soir. Et si jamais vous pouvez trouver l'extrait, ce sera avec grand plaisir que je le partagerai. Vous pourrez l'envoyer sur le Discord ou sur Twitter en me taguant @poulain2012. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on continue dans le grand n'importe quoi qui est devenu ce monde. Là, c'est tout simplement Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est reçu ce soir en toute discrétion à l'Élysée. Alors, ça fait pas les gros titres. C'est le prince héritier qui découpait les journalistes, Jamal Khashoggi notamment, qui a été découpé dans une ambassade en Turquie pour avoir osé critiquer le pouvoir de la famille Saoud. Il était infréquentable, même Joe Biden ne voulait pas le voir, mais comme Joe Biden est allé le voir, du coup Macron a dit « C'est bon, c'est le droit ? Je peux l'inviter à dîner ?» Non, parce que moi je l'aimais bien, Mohamed, avant qu'il commence à découper des mecs, là. Attendez, je vais vous retrouver la photo quand même. Alors, est-ce qu'ils l'ont peut-être censuré ? Là, non, elle est là. Voilà. Regardez. Donc avant qu'il découpe des journalistes, donc MBS, comme il a plein de pétrole, qu'il est sympa comme tout, eh ben il était pas persona non grata. Après, il a fallu faire un peu de on a des valeurs, nous, vous savez. Alors donc là, c'est Harry du Liban, Macron au milieu. Et MBS, ça c'était le temps des copains. C'était le temps où on mangeait bien à l'Élysée, tout ça, on était sympa, on vendait Paris à la découpe, c'est pas cher. Tu veux faire un investissement immobilier dans le 8e, les Qataris n'ont pas tout pris. Tu peux, toi, Saoudien, avoir aussi quelques hôtels particuliers. Et je sais que tu adores ça, venir à Paris pour la beauté de la ville lumière. Et donc, voilà, donc ça c'était la belle époque. Ensuite, on ne découpe pas les journalistes, Mohamed. Et là, depuis que Joe Biden a dit non, c'est bon, on a besoin de pétrole, donc déconnez pas, vous reparlez, vous arrêtez de dire que c'est des dictateurs, le Yémen, tout ça, vous leur reparlez gentiment. Et donc il est ce soir à l'Élysée. Alors que dit l'article ? Je l'ai pas lu en fait, ça me saoule en fait. C'est l'été, je fais à moitié mon boulot. En même temps, voilà. Vous n'allez pas m'engueuler parce que j'en ai ras-le-bol de lire de la presse le matin. Donc, une visite au cœur de l'été, presque en catimini, marquée par une communication minimaliste de la présidence de la République. Tu m'étonnes ! Escroquerie, hypocrisie. T'as du pétrole. Je dis pas au con que tu viens dîner ce soir. Non, sinon ils vont me faire chier avec les droits de l'homme et tout. Ça va, quoi. C'est un hôte encombrant et incontournable. Hein, voilà, un dîner de travail. Alors les mecs, ils passent leur temps à bouffer. Hein. C'est un déjeuner de travail, c'est un dîner de travail. Toi, quand tu dînes, t'invites tes potes à barbecue, tu dis que c'est du travail et tu factures.
Parce que comme ça, après, ils vont dire « Oui, non, mais bien sûr que c'était un cru Château Latour du 1982, mais c'était pour le resplendissement de la France. » Non, parce qu'on les paye à bouffer gratos, à voyager gratos. On va parler de Jean Castex aussi, qui a trouvé un poste à la hauteur. Là, donc, on leur paye la bouffe, donc du coup, ils disent à chaque fois que c'est du travail, hein, parce qu'ils vont pas dire, bon, c'est un petit dîner de gala, c'est un petit dîner comme ça. C'est sur le pouce, hein, j'ai fait des knackis avec une petite purée. Pas eu le temps de faire autre chose. Hein. Donc voilà, donc le prince héritier va des knackis à la dinde, évidemment. Et donc lui, il revient d'Afrique. Je suis allé voir les Africains. Putain, quelle tannée. Ouais, ils leur expliqué que les Russes étaient des colonisateurs, qu'il fallait lutter contre la corruption là-bas parce que c'est n'importe quoi. Ils font venir des acteurs étrangers dans leur pays qui font les lois. Hein, c'est pas comme si moi, je faisais venir Uber en France pour faire les lois. C'est n'importe quoi. Bref. Et donc là, il se retrouve avec Ben Salman à Paris, qui était à Athènes avant, pour sa première tournée officielle en Europe depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018. Alors... c'était au consulat saoudien d'Istanbul qu'il a été découpé à la scie par un commando lié donc à MBS, Mohamed Ben Salman, homme fort du royaume et mec super sympa, un mec en or, un mec il adore les jeux vidéo, il adore les choses simples, hein, les knackis de dinde, la purée, c'est un mec, il est un mec en or. Alors quelques associations montent au créneau, encore elles. Pourquoi ce retour en grâce? Alors pas du tout à cause du pétrole. Si, bien sûr. Puisque là, ils veulent que cet exportateur augmente sa production de 2 à 3 millions de barils d'or noir par jour pour compenser l'assèchement du robinet russe. L'Arabie, qui co-dirige avec Moscou l'OPEP, alors c'est dommage parce que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, était justement en visite dans les pays de l'OPEP pour dire, bon les gars, le pétrole c'est nous, hein, on est d'accord. Donc c'est un peu un bras de fer. Alors est-ce que les knackis seront assez bonnes à Paris pour que MBS se dise bon d'accord, je te file quelques barils de plus, mais je veux le Grand Palais, le Petit Palais, et je veux que la Tour Eiffel aussi, tu me la vendes. Ah non, c'est pas vendre ça, Mohamed. Je veux la Tour Eiffel, sinon tu te l'écarts au cul tes barils. Mohamed, je peux pas vendre la Tour Eiffel, c'est le symbole de Paris. Rien à foutre. Rien à battre. Tu me vends cette putain de Tour Eiffel. Je suis gentil, hein, je te demande pas de me la donner. Sinon, t'oublies tes barils. Ah bah Mohamed, attends, faut que j'en parle à Brigitte. Brigitte, on a le droit de vendre la Tour Eiffel, Mohamed? Ah bah écoute chouchou, t'as déjà vendu la France à Uber, tu peux bien vendre la Tour Eiffel à Mohamed. Bref, c'est assez incroyable. Pour les Français et les Européens, outre l'inflation, la crainte de manquer, arrêtez d'avoir peur de manquer, il y aura toujours du carton à mâcher. Voilà, donc tapis rouge pour le monarque saoudien, en tablant sur la moindre vigilance des opposants politiques et des associations de défense des droits de l'homme de cette trêve estivale. Les droits de l'homme, évidemment, c'est l'été. Il y a les feux, les incendies, tout ça. Il y a des espèces protégées à défendre. Bon, les droits de l'homme, ça va, c'est l'été. Oh, tu vas pas nous emmerder avec tes droits de l'homme encore, hein? On est tranquille, on boit du rosé, là. Il y a le barbecue qui est en train de chauffer. Et toi, on va mettre Beltalman à Paris. Ça va? Tu veux te chauffer cet hiver? Bon, alors tu vas te chauffer avec les droits de l'homme. Tiens, voilà, ça brûle bien. Alors évidemment, Amnesty International estime que la France ferme les yeux sur toutes les violations des droits humains. Bien sûr. Le pari est risqué, surtout que la visite du président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed, la semaine dernière, avait déjà soulevé un tollé. Mais on n'est pas à ça près. Au point où il en est, Macron, il pourrait inviter Poutine. En disant, non mais viens, comment ça tu veux pas dîner chez moi, t'as peur de t'empoisonner? Bon, n'importe quoi. N'importe quoi celui-là, il est complètement parano. Vis-à-vis de ces deux dirigeants du Golfe, les diplomates de l'Élysée préfèrent mettre l'accent sur la dynamique d'ouverture. C'est l'ouverture. On a besoin de pétrole, on s'ouvre de partout. Allez, les Français, on s'ouvre. Plutôt que sur les aspects répressifs des libertés. Voilà. Oui, parce bon, maintenant, les femmes ont le droit de conduire, hein, apparemment. Donc, il y a quand même beaucoup de progrès dans ces pays-là. Et puis, c'est un partenaire clé, notamment sur le Liban. Je vous ai montré la photo d'amitié au moment où tout allait bien, évidemment, ou sur le dossier iranien.
Donc la réelle politique, évidemment, on ne va pas s'en passer. Et puis, cette petite déclaration dans le Figaro de Gabriel Attal, qui n'est pas passée inaperçue par les oppositions, qui préfèrent se concentrer sur la Macronie que sur Mohamed Ben Salma, même si c'est un tout, on peut dire. Là, Gabriel Attal parle que des extrêmes qui aboient, mais le compromis passe. Alors dans les extrêmes, il met bien évidemment la NUPES. Ça, c'est tout Gabi. Et il faut savoir que ça commence à faire beaucoup de petites phrases de la Macronie, hein, La République En Marche, qui est un extrême centre incroyable. Macron avait déjà qualifié l'opposition de gauche de sauvage et de dingue. Renaud Muselier, macroniste également, ajoutait qu'elle était sale. À ça, vous avez Ciotti qui dit « Ils mettent pas de cravate, c'est dégueulasse !» Et là, Gabriel Attal, maintenant, traite l'opposition de chien. Alors, je veux bien. C'est le jeu, ma bonne dame, c'est peut-être une façon comme ça illustrée de dire que bon, c'est des connards, hein, mais de manière propre, donc c'est des chiens. Il y a une haine du débat parlementaire chez La République En Marche. Le fait qu'il n'ait pas la majorité absolue, ça les emmerde au plus haut point, et débattre à l'Assemblée nationale les ennuie au plus haut point. Alors que les oppositions avaient réussi à faire passer une loi pour revaloriser les retraites avec 500 millions d'euros débloqués, les macronistes se sont arrangés pour revoter la loi dans la nuit et retoquer cet amendement. C'est ça. La Macronie, c'est le refus du débat parlementaire. Et si jamais le débat ne va pas dans leur sens, alors vous êtes un obstructeur, alors vous faites du bruit, alors vous servez à rien. Voilà, on en est là, de degré de débilité. L'Assemblée vient de voter le projet de loi de finances rectificative en première lecture. Quelle leçon tirez-vous de cette difficile séquence, et non pas difficile séance? Gabriel Attal. Il y a eu plusieurs jours et plusieurs nuits de débat, mais le sujet le méritait. Avec ce texte, nous passons de quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Et combien ça va nous coûter. Je le dis depuis des mois, hein, les gars. C'est sympa de reprendre mes éléments de langage. Que la température ait pu monter, ce n'est ni surprenant ni anormal. L'Assemblée nationale doit être le cœur battant de la démocratie. Sauf que là, les mecs ont quasiment fait un infarctus. Hein. L'Assemblée nationale... Alors, on a trouvé au sein du Parlement une série de compromis majeurs avec d'autres groupes politiques. On a vu hier soir, éructaient, les députés, les extrémistes. Donc, les extrêmes aboient, mais le compromis passe. C'est beau, ça. C'est du Attal. Donc, il y a des coopérations. Les LR, bien sûr, sont toujours là pour aider la Macronie. S'agit-il de vos alliés naturels ? Nous avons su trouver des majorités différentes en fonction des dispositifs que nous défendions. Pour les questions d'essence, nous avons trouvé un compromis avec LR. Bref, évidemment, donc vous avez aussi subi toute une série de revers. Quand tout est voté conformément à ce que le gouvernement propose, on dit que le Parlement est une chambre d'enregistrement. Quand les députés enrichissent un texte, on dit que l'exécutif prend des claques. Cela s'appelle juste la démocratie et un Parlement vivant. Enfin... Je note surtout que les deux lignes rouges fixées par le président de la République, à savoir le refus de toute augmentation d'impôts et l'accumulation des dépenses non financées, ont été respectées. Donc il s'en réjouit. Y a-t-il un dérapage financier ? Non. Le courage n'est pas de trouver des taxes, mais de trouver des économies. Le courage, c'est toujours du côté où tu fais chier les plus pauvres. Alors Olivier Dussopt qui t'explique qu'on va ajuster l'assurance chômage en fonction du marché de l'emploi. Donc il suffit de trafiquer les chiffres pour dire que l'emploi va bien et te dire que toi, salaud de chômeur, tu n'as plus le droit à des indemnités comme avant parce qu'il y a plein d'emplois. Et toi, tu vas à Pôle emploi, tu dis mais il n'y a pas d'emploi. Ça ne va pas ce que je veux. Mais ta gueule. Mais tu crois quoi? Est-ce que tu veux... je suis peintre. Non, tu vas changer des couches en EHPAD, ta gueule. D'accord. Et puis c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Donc bref. Y aura-t-il des débats futurs à l'automne pour le prochain budget? Oui, ça j'espère. Y a-t-il des ministères qui vont voir leur enveloppe baisser? Alors, en 2023, c'est la sortie des dispositifs temporaires mis en place pendant la crise du Covid et pour la relance qui nous permettra de limiter les dépenses avec à la clé une économie de près de 9 milliards d'euros. Et je ne sais pas combien de faillites. Mais c'est de l'économie. Ça, c'est 9 milliards d'euros dans la poche. Super. Au-delà, chaque ministre va travailler sur son périmètre pour optimiser les augmentations de budget. Le ministère des Affaires étrangères, de son côté, demande des augmentations de moyens sur un certain nombre de priorités comme le cyber. Là, la technosurveillance, vous allez voir les milliards qui vont partir pour qu'on soit reconnu dans la rue si jamais on mange une glace et qu'on n'a pas le droit parce qu'on a enlevé son masque. Ça, c'est parce que, les masques... attendez, il y a un commando qui arrive.
Commando masque. Ouais, n'importe quoi. C'est le parti des VRP. C'est le parti des consultants, en fait. C'est le parti des boîtes de conseil. C'est ça. Stabilité des effectifs publics. Alors. Nous avons montré au début du précédent quinquennat que nous étions capables d'assumer des réformes difficiles, sources d'économie. Les mecs passent leur temps à flinguer l'État. On paye des impôts comme jamais. Où va la thune ? Alors je veux bien, il y a beaucoup de postes avec voiture de fonction. Là, vous avez Vargon, Madame Vargon qui a été recasée à un truc sur je sais pas quoi, l'énergie. Des hauts conseils, en veux-tu, en voilà. Bayrou qui est sur le haut commissariat au plan. Tous les trucs sont hauts. Hein, ils sont hauts parce que ça veut dire qu'ils sont payés à rien foutre avec une voiture de fonction, un appartement de fonction, etc. C'est nous qui payons pour ces merdes. Donc si on veut économiser, je crois que c'est facile de foutre en l'air tous ces hauts conseils de merde qui servent à rien. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais je suis excédé. Et parfois, dire des gros mots, ça permet aussi de poser une volonté, une intention. Hein. Mais qu'allait-il faire dans cette galère ? Ça, c'est mauvais. Mais qu'est-ce qu'il est allé foutre dans cette putain de galère ? Voilà. Donc voilà. Et là, il t'explique, c'est une évidence, les 5 ans qui viennent vont aussi être 5 ans d'efforts. Voilà, donc les efforts, les Français, c'est vous qui les faites, hein, puisque du côté de la Macronie, ça va plutôt bien. On se recase peinard tranquillou, notamment l'ami Jean Castex, qui devient, et là, c'est pas une blague, président de la Fondation Agir contre l'exclusion. Et là, tu dis, non, vous allez pas nous faire ça quand même, les gars. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Le mec qui a exclu je sais pas combien de soignants non vaccinés, Jean Castex, quoi, vous savez. Jean Castex, en accord avec les autorités compétentes et le président de la République, nous avons donc décidé, et tout cela dans une célérité remarquable, de foutre en l'air la plupart des soignants qui ont refusé de se vacciner contre la variole du Covid. D'accord, Jeannot. Attendez, je vous mets la capture d'écran quand même, parce que c'est merveilleux. Puis, il ne faudrait pas rater sa petite tête. Alors, on l'a retrouvé là, au Tour de France, il bouffait des andouillettes, tranquillou. Bon, là, Jeannot, il se retrouve président de la Fondation Agir contre l'exclusion. C'est une fondation créée en 1993, reconnue d'utilité publique sur un projet innovant de végétalisation des espaces urbains. Merde. Agir contre l'exclusion. Ça s'appelle FACE. C'est un peu dans ta face. Donc, il va rencontrer dès le mois de septembre l'ensemble des parties prenantes de la FACE et il veut en faire un acteur majeur en multipliant les clubs et fondations abrités sur tous les territoires afin d'apporter des solutions concrètes au plus près des besoins. Là, en termes d'enfilage de perles, de nouilles, de ce que vous voulez, de novlangue, je dis rien, je fais une belle phrase, il faut changer de paradigme. Ça, c'est bon, ça, c'est l'alpha et l'oméga de tout cabinet de conseil. Tu arrives dans une boîte, tu dis, bon, les gars, il faut changer de paradigme. C'est n'importe quoi ce que vous faites. Bon, là, tu as Jean Castex qui t'explique qu'avec la FACE, il veut en faire un acteur majeur en multipliant les clubs et fondations abrités sur tous les territoires. Donc, vous avez club multiplié territoire, ça, c'est bonus, afin d'apporter des solutions concrètes au plus près des besoins. Jackpot! Toute la langue du néo-management résumée en une phrase. Apporter des solutions concrètes au plus près des besoins. C'est notre mission ici, à la FACE. Ah, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est la mission également de la BNP, d'AXA, de la Macronie en général. C'est incroyable. McKinsey aussi, je crois, ça. C'est impressionnant. Alors, c'est Martine Aubry qui a créé ce truc-là, l'initiative de Martine Aubry, avec 13 grands groupes français. C'est une fondation reconnue d'utilité publique, pour agir contre les exclusions. Et donc, la Haute Autorité à la Transparence de la Vie Publique lui a dit « C'est bon, tu peux y aller ». Roselyne Bachelot, elle, n'a pas pu aller sur le service public de l'information, mais elle peut être chroniqueuse pour les chaînes d'infos privées de toute façon. Eh ben, on en a pour un moment excédé. Ouais, donc là, on explique. Il s'agit d'accompagner. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Jean Castex, il va réaliser des prestations de conseil au directeur général de la société Idverde également. Donc, il ne fait pas que la face. Enfin, Jean Castex, il faut savoir, avant qu'il soit Premier ministre, c'était un cumulard, pire que de le voir le mec des retraites. Hein. Il était partout. Il était dans le comité olympique, comité rugby, comité patate, comité andouillette, comité machin, haute autorité à l'andouillette, haute autorité du Tastevin, de la basse vallée du Rhône. Il était partout.
Et là, il recommence. Je dis, le mec, tu peux pas l'arrêter. Arrête Non, si, mais j'ai... Oh là là, j'ai plein d'énergie pour servir ce pays. Donc, selon l'entourage de l'ancien Premier ministre, il s'agit d'accompagner de manière très ponctuelle ce leader français européen des entreprises du paysage sur un projet innovant de végétalisation des espaces urbains. Donc il fait les deux. Donc d'un côté la face, pour les exclusions, et de l'autre côté, un peu planter des arbres dans les villes. Tout ça, je sais pas, il va prendre un petit billet à 10 000 par mois, j'imagine, pour conseiller de manière sporadique le président de ce truc qui plante des arbres là où on les a arrachés il y a quelques années. C'est génial. Jean Castex a quitté Matignon le 16 mai, et il va réintégrer aussi la Cour des comptes, son corps d'origine, et il va être chargé de missions spécifiques. Voilà, donc il faudrait pas non plus que Jean Castex voit son train de vie baisser depuis qu'il n'a plus un hôtel particulier en plein cœur de Paris avec garde du corps et chauffeur. Tout ça, on s'arrange. Entre riches, on trouve toujours... Alors vous avez soit les billets de présence au conseil d'administration, donc quand t'es riche, t'es là, t'es payé pour venir 1 fois par an, 2 fois par an pour dire « c'est super ce que vous faites, j'adore ». Merci beaucoup. Nicolas Sarkozy chez Accor Arena, Accor par exemple, le groupe Accor, enfin des choses comme ça, donc ça c'est super. Là c'est un peu le petit pourboire, tu restes riche, t'inquiète, tu restes dans le club. Mais là les mecs, c'est génial. Et puis, il a vu par ailleurs mercredi sa nomination à la tête du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, la FITF. Oui, il a été nommé donc à la tête du conseil d'administration de la FITF, entériné au Parlement après des auditions à l'Assemblée et au Sénat. C'est génial. Donc Jean Castex, à peine fini, il est déjà en train de grenouiller dans 5 trucs en disant non mais c'est des missions ponctuelles. Et à chaque coup c'est 10 000 balles qui tombent. Enfin genre plus la voiture privée, plus le chauffeur, plus ce que tu veux. Mais on est en plein dans la République de connivence, c'est-à-dire que service rendu égale service rendu, que ce soit Édouard Philippe chez Atos, Thierry Breton anciennement chez Atos, la boîte qui est ravagée par des années de gestion, il est maintenant commissaire européen. Bref, ce petit truc qui s'entretient, ça s'appelle les élites. C'est formidable. Il suffit de faire des écoles, de travailler ensemble un peu, de se marier un peu ensemble aussi, et généralement, t'es super bien traité à vie, sauf si tu fais une grosse merde. Par exemple, Cahuzac qui ment parce qu'il a planqué de l'argent à l'étranger. En même temps, il a cherché, il était ministre des Finances. Et puis aujourd'hui, le 28 juillet, car nous sommes aujourd'hui le 28 juillet et vous regardez la revue de presse du Monde Moderne, il est exactement 10h02. C'est-à-dire que tant que ça fonctionne, tant que nos impôts payent pour ces mecs-là, tu vois, la PFIT, la haute autorité du jambon beurre, il faut un audit en fait de où va la thune. Si la commission des finances à l'Assemblée nationale veut se pencher sur où va la thune en France, ce serait super. Je pense qu'on est beaucoup de Français être intéressés. On aimerait savoir où va la thune, tout simplement. Voilà. Non, parce qu'on la donne, mais on aimerait avoir des hôpitaux, on aimerait avoir des écoles. On s'en fout en fait que Jean Castex prenne la tête de la PFIT, par exemple. Mais bon, ça c'est encore un travail pour la Cour des comptes. Ah mais je suis bête, c'est Jean Castex qui est à la Cour des comptes. Ah c'est bien foutu, hein. Ouais, on est vraiment pris pour des cons, c'est super bien foutu. La haute autorité du monde moderne, si vous voulez bien me nommer au conseil, je vous remercie. C'est moi qui décide. Voilà, on fera des revues de presse maintenant, dorénavant, à 18h et non plus à 9h du matin. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est le jour du dépassement. Il a avancé de 2 mois en 20 ans. Le 28 juillet, VIX, le jour donc du dépassement planétaire. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, désormais, tout ce que nous consommerons d'ici au 31 décembre sera du grignotage du capital de la planète. Nous vivons à crédit à partir d'aujourd'hui, sachant qu'en plus, on crame des forêts, donc le crédit va être encore plus salé à rembourser. Mais en même temps, vous allez me dire, la dette, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on ferait sans la dette ? On n'emmerderait pas les peuples européens à la rembourser. Alors, qu'est-ce que... Donc, c'est normal qu'on soit en dette par rapport à la planète ? Non, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on est... là, on est en train de faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est une fin du monde joyeuse, finalement, que nous accompagnons ici dans la revue de presse et puis un peu partout. Quand on voit que Kretinsky rouvre des centrales à charbon, on ne peut qu'applaudir des deux mains d'une telle initiative. Comme dirait Jacques Attali. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe alors ? Donc, il calcule tous les ans le stade auquel commencent à vivre à crédit sur les ressources naturelles de la planète les humains. C'est donc le Global Footprint Network, le GFN.
Nous consommons 75% de plus que la planète peut produire de manière durable. Le jour du dépassement de la France, jour du dépassement des poissons, le concept est aujourd'hui largement déployé pour appeler à la sobriété. Ah oui, eh oui, et sur les ressources naturelles. Alors bon, heureusement qu'on va arrêter de se chauffer cet hiver déjà. Rien que ça, peut-être qu'on va rembourser notre dette. Et puis après, quand on va arrêter de respirer, ou respirer un jour sur deux, et puis qu'on va demander aux enfants d'arrêter eux également de respirer ou de faire du sport uniquement quand leur bracelet électronique leur dit qu'ils ont le droit de faire du sport, peut-être qu'on va arrêter de vivre à crédit en fait. Voilà, donc ça c'est formidable. C'est tout à fait formidable ce qui va se passer dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est le jour du dépassement. Comme on dépasse tout, tu sais, c'est vers l'infini, au-delà. Voilà. Je veux dire, vous pouvez nous faire mais tant qu'en fait, c'est toujours notre faute, alors que c'est vous qui avez. Voilà. Non. Merde. Oh, c'est la fête. Allez, je remets cette petite photo des jours meilleurs pour la soirée ce soir à l'Elysée avec Mohamed Ben Salman et Manu le Malin, Emmanuel Macron et non pas le DJ, où ils vont bien s'amuser ces deux-là, à manger une petite purée tranquillement au coin du feu, parce que c'est pas parce qu'il fait 36 degrés qu'on va pas allumer la cheminée, hein. On a une belle cheminée qui marche à l'Elysée, bordel. Donc voilà. Oui, je fais quelques accents. Alors, ne prenez pas votre jet privé pour des petites conférences de quelques heures au bout du monde. Yves Saint-Laurent, si tu nous écoutes, c'est le groupe Kering. Ne fais pas un défilé de 15 minutes dans le désert marocain en pompant 500 mètres cubes d'eau pour faire défiler des mannequins anorexiques, dont le fils de Raphaël Enthoven, et pour montrer des fringues avec des gens qui viennent en jet privé, Catherine Deneuve, Béatrice Dalle, mais plein d'autres, pour regarder ça de manière formidable en applaudissant des deux mains. Les Jeux Olympiques, n'en parlons pas. Là, on est en train de péter le plafond de financement. Encore une fois, alors ça va servir bien sûr à faire avancer les technologies de technosurveillance et la reconnaissance faciale et les drones et toute la merde de la société voulue, de la société du pass en réalité. Et puis bien sûr la Coupe du Monde au Qatar, on va regarder ça avec des yeux d'amour, hein, pour ces stades climatisés construits par des ouvriers qui sont morts par milliers. C'est un monde formidable dans lequel nous vivons. J'espère que vous en prenez conscience chaque jour, que vous remerciez Emmanuel Macron pour être le meilleur président que la France n'ait jamais connu, que le monde n'ait jamais connu, être un humain d'exception. Il en manque des comme lui d'ailleurs. D'ailleurs, il en faudrait davantage. D'ailleurs, j'espère qu'on va le cloner. Hein, ce serait bête, ce serait dommage de s'en passer. J'aimerais que dès à présent, il y ait une haute autorité du clonage d'Emmanuel Macron qui se mette en place pour prévoir de cloner cet homme qui malheureusement n'a pas de descendance. Donc ce serait intéressant, hein, de travailler sur la matière première de cet humain exceptionnel qu'on ne refera plus. Donc on peut le refaire si on le clone. Donc ce serait bien qu'on avance un peu en France sur les technologies de clonage. Voilà, je déconne, évidemment que je déclone, avec ou sans... Bah, après, tu peux faire des petites variantes, tu peux te marrer, faut voir. Le constat que tu fais, la vache, on est mal de chez mal, au secours. Non, on n'est pas foutus, les gars. Il suffit simplement de petites désobéissances, il suffit de petites prises de conscience, il suffit de petites repolitisations, il suffit de se dire aussi que à l'international, personne n'est dupe non plus, que voilà, le pouvoir de l'argent, c'est un pouvoir exceptionnel, faramineux, c'est vraiment ce qui fait qu'on en est là. Et face à ça, c'est dur de lutter. Vous voyez d'ailleurs, hein, le bloc bourgeois qui s'installe pour faire front contre, dès qu'il y a un petit truc de gauche qui arrive en disant on va pas donner de l'argent aux pauvres. Non mais connard, mais ça va pas la tête. Les pauvres, tu leur donnes de l'argent et ils le dépensent tout de suite. Mais c'est ça qui fait tourner l'économie. Non mais je veux bien, mais attends, moi tu me donnes de l'argent, je crée des emplois. Non, tu as créé 2 emplois et tu as acheté 8 résidences secondaires. Oui, mais j'ai créé 2 emplois. Hein. Un pauvre, ça crée pas d'emploi, excuse-moi. D'accord. Oh non, on va pas en sortir, c'est sûr. Avec des débats aussi bas, c'est assez terrible. Bref, restez zen, c'est l'été, buvez frais, hydratez-vous, pensez également à suivre les consignes de l'OMS et à vous vacciner dans le centre de vaccination de la varicelle du singe le plus proche de chez vous, ou à réduire vos partenaires sexuels. Et attention, vu que c'est l'été, dites pas trop de conneries au bord de la piscine, si la piscine est vide en plus, puisqu'on peut plus la remplir d'eau, parce que les pompiers l'ont pompé évidemment, puisqu'il y a beaucoup d'incendies. Mais n'allez pas à la plage non plus, puisque c'est cancérigène, hein, le soleil, vous le savez. Et puis arrêtez bien sûr
de regarder ce stream qui consomme beaucoup trop de carbone. On va d'ailleurs l'arrêter immédiatement et ne jamais revenir. Non, je rigole. On sera là la semaine prochaine, lundi, j'espère, pour une nouvelle revue de presse du monde moderne. Toujours aussi entraînante, toujours avec sa ribambelle d'accents, ses déguisements, ses mises en scène de plus en plus exceptionnelles, avec aussi une communauté qui grandit jour après jour et qui fait que les modernos se reconnaissent entre eux et commencent à discuter des solutions pour créer un monde de demain qui ne serait pas le monde de merde de Klaus Schwab. Alors je sais, vieux macroniste arrive, je sais, j'ai mis du temps parce que j'ai enregistré, on a fait les paroles avec Chris. Il a remis les paroles sur la musique, mais j'ai très mal chanté, c'est pas du tout dans les temps, donc je vais le faire à l'instant. Antoine est en vacances, comme je vous l'ai dit, bien mérité, mais il reviendra évidemment plus fort et plus bronzé que jamais. On aurait pu faire un truc ce matin, mais c'était compliqué pour lui, donc j'ai fait non, écoute, on fera ça plus tard. Il est en Corse, si vous le cherchez, c'est du côté de la Corse qu'il faut chercher. Et le bienheureux, tu m'étonnes. Moi, vous voyez, je suis à la cave, hein, avec Timmy quasiment. Et je bosse. Et je lis et je fatigue. Je vous souhaite, Chris, dispo, impeccable. Je t'envoie c'est un message de service pour Chris. J'envoie le nouveau chant calé dans la matinée. Voilà, comme ça vous aurez vieux macroniste demain dans le Discord. Il faudra s'abonner au Discord pour l'avoir. C'est machiavélique. Et puis déjà, il faut trouver le lien du Discord. Hein. Il est sur YouTube normalement, vous le trouvez. Enfin, il faut chercher un peu. C'est un peu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez pas tout ça trop au sérieux. Je sais que parfois c'est difficile. Emmagasiner de la chaleur pour l'hiver. Hein. Faites du gras. Gardez les pièces chaudes, hein, parce qu'elles vont refroidir très vite. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine revue de presse du monde moderne. Et le replay, bien sûr, c'est sur YouTube dès demain. Bisous, ciao.